Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de l'histoire. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Sylvain Delagrange, qui est professeur ici au département des sciences naturelles et chercheur à l'histoire. Quand je dis c'est un grand plaisir, c'est vrai. Dans le sens que, bon, des fois, les gens peuvent se dire, ah, ben oui, ben, on se côtoie, puis je vois souvent une présentation de Sylvain. Ça fait quelques années, moi, la dernière fois, j'avais vu présenter Sylvain, c'était à Québec, là, 4 ans ou 5 ans. Donc, je suis vraiment content de voir ce qu'il a fait dans les dernières années. Je suis sûr que ça va être intéressant. Ceux qui ne savent pas, bon, Sylvain, ça fait déjà un bout de temps qu'il est dans la région. Il est arrivé avec nous autres à l'ICAP dans le temps en 2005, comme jeune chercheur. Tu obtenais ton doctorat. Tu es encore jeune. Et bon, c'est ça. Et pour la petite histoire, Sylvain, il avait eu un dossier très précis. Il fallait qu'il publie des articles à partir de différentes recherches qui avaient été menées à l'ISFAR. Sylvain arrivait ici comme écophysiologiste, et là, on l'avait amené dans toutes sortes de directions. Et vraiment, il avait été très, très bon. C'était incroyable comment, comme écophysiologiste, il était capable d'aller dans toutes sortes de directions, d'amener un input vraiment intéressant aux recherches qu'on avait faites. Puis, donc, après ça, il est devenu professeur à l'UQO, il s'est continué à travailler là-dedans. Et on voit qu'aujourd'hui aussi, il commence à travailler dans d'autres domaines, toujours reliés à l'écophysiologie. C'est le fun de voir comment ça se déploie. Puis, c'est ce qu'il va nous présenter aujourd'hui. Je te laisse la parole. Merci Philippe. Oui, j'avais oublié cette période de jus de cerveau, là, début du l'ICAP, les 6 articles en une année, avec des données qui n'étaient pas à moi. C'était quelque chose. Mais oui, c'est une partie de mes recherches. Comme l'a dit Philippe, je me suis un peu diversifié, et notamment, il y a un grand pan de recherche qui est en écologie urbaine, qui est plus dans les milieux anthropisés. Là, je vous parle plutôt de l'origine, qui est l'écophysiologie et les dernières associations que j'ai fait. Comme l'a dit Philippe, l'écophysiologie, c'est plus une échelle, fait qu'on peut l'appliquer aux tomates dans une serre, comme on peut l'appliquer au milieu urbain ou au fonctionnement de l'arbre, plus dans les forêts naturelles. Donc aujourd'hui, je vous parle phénologie un peu, la croissance des feuillus, mais aussi, surtout, comment la botanique, qui est quand même une vieille science, revient un peu à la mode dans le sens où elle peut servir à l'écologie fonctionnelle qui, elle, est en plein essor aujourd'hui. Donc, je vais arriver à changer. Là-dessus aussi. Des fois, c'est juste qu'on sort du Zoom. Donc, pour le menu du jour, ce que je vous ai proposé aujourd'hui, là, c'est de reprendre quelques bases pour que Philippe suive bien la conférence. Après ça, je vous présente 3 projets qui sont en rapport direct avec cette utilité de la botanique dans l'écologie fonctionnelle. Donc, la croissance primaire et l'ontogénie, on va regarder tout ça. La modélisation qu'on peut faire aussi pour comprendre comment les arbres fonctionnent. La phénologie des feuillus, donc ça, pour ceux qui étaient au colloque sur le MFFP, vous allez voir que j'ai repris une partie des résultats que Valentina avait présentés. Et puis finalement, une dernière petite étude qui n'est même pas terminée, là, on était en train de rédiger le rapport, qui est un peu la façon dont on peut synthétiser tout ça et comment, encore une fois, ces mesures-là peuvent nous servir dans la vie de tous les jours. Donc, un petit rappel rapide, botanique, une vieille science qui est très descriptive. On est là, on regarde c'est quoi la longueur des entrenœuds, le nombre des entrenœuds, les feuilles, les bourgeons, comment elles sont, comment on peut les décrire. Et généralement, ça sert à faire des classifications. Donc, encore une fois, très observationnel, très descriptif. Il n'y a pas beaucoup de compréhension en arrière. On peut plus faire de la classification. L'écologie fonctionnelle, elle, qui part quand même depuis quelques années là, et qui se développe beaucoup, a commencé avec l'autécologie, où on regardait une espèce puis on essayait de savoir par rapport à tous les traits qu'elle avait,
comment elles s'organisaient dans l'environnement. Ça a évolué un petit peu après avec l'écologie comparative, où là, on a décidé de prendre un trait qui était intéressant, par exemple la photosynthèse ou le taux de croissance, et de comparer entre les espèces d'une même communauté pour dire comment est-ce que la compétition se met en place, est-ce que les espèces qui poussent plus vite sont celles qui y arrivent, est-ce que celles qui ont la plus grosse photosynthèse ont un avantage compétitif. Donc là, on faisait de l'écologie plus comparative, qui s'est développée en disant on peut faire du multi-trait, du multi-trait dans la comparaison de ces espèces, pour aboutir finalement à quelque chose aujourd'hui, on va dire, avec les outils de stats qu'on a, on peut regarder toutes les espèces, tous les traits dans des matrices, et puis c'est là où la botanique peut nous rendre encore service, c'est qu'on, pour décrire ces traits-là, on peut aller profondément maintenant dans la botanique pour aller chercher des traits qui sont très intéressants. Et puis après ça, on peut même mélanger ça avec des matrices d'abondance pour faire des pondérations, pour avoir des proportions relatives de chacun de ces traits-là en fonction de la présence des espèces. Donc là, on rentre vraiment dans l'écologie fonctionnelle à grande échelle. Avec ça, vous voyez un peu comment la botanique peut rentrer dans ce concept. L'ontogénie, c'est quelque chose qui m'intéresse moi beaucoup. J'ai découvert ça à mon doctorat. C'était même d'ailleurs pas du tout prévu au départ, mais ça a été quelque chose qui a changé mon doc et qui a changé le reste de ma recherche. Où globalement, on voit que l'ontogénie, le vieillissement, l'espèce d'évolution qu'on a dans le temps, fait en sorte que quand on est jeune, on n'a pas les mêmes, on a toujours les mêmes caractéristiques. On a un nez, 2 yeux, des oreilles, mais en vieillissant, on voit que ces caractéristiques-là évoluent quand même. Et c'est vrai avec la morphologie, mais c'est vrai aussi avec la physiologie et c'est vrai aussi avec des traits qui sont plus intégrateurs donc de fonctionnement. La réponse immunitaire, tous ces autres traits-là peuvent être grandement modifiés au cours de la vie d'un organisme vivant. Si on revient sur nos arbres, ils ont la même chose. On a des traits qui existent, on a une taille de feuille, une quantité d'azote qui va rester tout au long de la vie de l'arbre. Mais globalement, ces traits-là vont évoluer et souvent, ils évoluent même plus entre un semis et un arbre qu'entre 2 espèces différentes. Ça a été le résultat de mon doctorat. Et là, ça m'a montré à quel point il fallait regarder aussi l'ontogénie et pas seulement les espèces. Les traits qu'on voit qui évoluent beaucoup, par exemple, la plasticité des traits, elle diminue beaucoup avec l'âge des arbres. La résistance à la sécheresse, qu'à l'inverse, les coûts de maintenance, le stockage de réserve, la résistance biomécanique augmente grandement. Donc, on a des situations très différentes. Donc, un arbre n'a pas les mêmes outils pour répondre à l'environnement quand il est un semis ou quand il est un arbre mature. Donc, ça, gardez-le en tête pour le reste de la présentation. Mais c'est un peu ce que la base nous a dit. Finalement, le dernier mot-clé, c'est phénologie. Phénologie, c'est l'ensemble des processus qui peuvent se passer tout au long d'un cycle de vie ou d'une saison de croissance. Donc, on parle de phénologie de développement. Moi, j'aime bien ce terme-là parce que le développement englobe tellement de facteurs que ça répond bien à l'ensemble. Donc, on voit l'évolution, donc la sortie des feuilles, l'accumulation de réserves, des choses comme ça, qui vont changer au cours du temps. Ça veut dire qu'on peut commencer à comprendre le fonctionnement d'une plante en disant il y a des périodes où elle a des niveaux d'éléments ou de sucre. Je vais vous dire plus sur les sucres. Voici où est la quantité de sucre dans la saison de croissance. Donc, on peut se dire que les plantes ne répondront pas de la même façon à des stress en fonction des niveaux de sucre qu'ils peuvent avoir dans leur réserve. Ça aussi, gardez-le en tête, c'est de voir que à chaque moment dans la saison de croissance, l'arbre n'est pas exactement à la même place et probablement qu'il y a un effet de l'ontogénie. Donc, ce qui est vrai en tant que semis change encore en tant qu'arbre. Puis, il y a quelqu'un ici qui sait bien de quoi je parle, c'est son sujet de maîtrise. À partir de là, donc, comment on fait pour étudier tout ça? C'est quand même complexe. Vous voyez le cadre conceptuel qui s'est dessiné. Il faut trouver des traits intégrateurs. Ça, c'est bien important. Puis, moi, je travaille sur 2 principalement qui sont au niveau de la canopée, donc la croissance primaire. La croissance primaire, c'est donc elle qui va être responsable de l'exploration de l'espace,
de la photosynthèse, donc l'acquisition, l'interception de la lumière et l'acquisition de carbone. Donc ça, c'est quand même assez intégrateur. Quand on comprend ce qui se passe à l'échelle de la pousse, on comprend toutes ces fonctions-là. Ensuite, si on regarde au niveau du tronc, il y a aussi c'est quelque chose qui est quand même étudié depuis assez longtemps, la croissance secondaire, donc la dendrochronologie. Mais on peut l'étudier un peu plus précisément aussi. Donc là, on parle de transport d'eau, de soutien mécanique et des réserves en carbone, surtout dans cette partie-là. Donc, cette mesure-là va intégrer tous ces traits-là qui sont très importants pour le développement. Puis finalement, si je les détaille un petit peu plus, croissance primaire, c'est quoi? C'est un phytomère. Donc les plantes sont des arbres en particulier, c'est des organismes modulaires. Ils sont construits avec des petits blocs Lego qui sont vraiment très simples et qui, par addition, forment des structures très complexes. Un arbre peut être réduit, grosso modo, à un phytomère, c'est-à-dire un entre-nœud, un ou deux bourgeons et une feuille. Puis ça, si on le répète dans le temps, par exemple, à l'année 1, on a eu 3 phytomères qui sont poussés avec 3 feuilles. Et puis, on peut accumuler comme ça de la biomasse à chaque année. Donc, les règles de la botanique vont nous dire s'il y a 2 bourgeons, une paire de feuilles ou juste une feuille, la forme, la taille de la feuille, mais globalement, la structure est toujours la même. Fait que, ça, c'est une simplification qui fonctionne vraiment bien. Donc, si on étudie le nombre de phytomères, leur taille, le nombre de bourgeons, le nombre de feuilles, on peut avoir beaucoup d'informations sur la croissance primaire. Ce que je préfère, c'est la longueur de la pousse. Donc, en gros, c'est le nombre de phytomères et la longueur de ceux-ci qui vont définir la pousse annuelle. La surface foliaire développée, donc combien de feuilles au total, ou plutôt combien de surfaces foliaires au total on a, peu importe le nombre de feuilles qu'il y avait. Et puis, le nombre de ramifications, combien de branches ont été produites dans cette pousse-là. Au niveau de la croissance secondaire, là, on est plus dans la structure du bois. Et là, il y a 2 grandes différences. Donc, chez les conifères, on a un système très simple avec les trachéides. Et puis, avec les feuillus, on a un système un peu plus complexe avec les fibres qui s'installent à l'intérieur et les vaisseaux qui vont permettre une conduction d'eau beaucoup plus efficace, mais qui est beaucoup plus vulnérable à la sécheresse aussi en général. Donc, ici, on transporte beaucoup plus d'eau, mais on est plus sensible. Ici, moins d'eau, mais on est moins sensible. Pour le reste, j'avais mis feuillu au départ, donc je me concentre plus sur ces groupes-là, à savoir les zones poreuses et les pores diffus. Donc, soit on a des zones avec les pores sont installés et parfois ils sont distribués de façon graduelle tout au long de la serre. Donc, ce que ça nous dit, c'est que vraiment, ici, on va mettre tout ce qu'on peut à un moment donné au printemps pour avoir le maximum d'eau et faire des croissances en concentrant l'eau et les ressources au même moment. Après, ce qui se passe le reste de la saison, c'est moins important. Donc, très, très, très efficace en eau, mais très sensible aussi à des stress hydriques parce que plus le vaisseau est gros, plus il est sensible à la cavitation. À l'inverse, ici, donc un peu moins performant, mais un peu plus résistant aussi. Donc ici, on peut mesurer des traits qui vont être la largeur du cerne, qui est le trait le plus large, mais aussi la taille des vaisseaux, le nombre des vaisseaux. Donc, avec ces bases-là, maintenant, on a de quoi pour aller regarder ces 4 petites études. Donc, croissance primaire, ontogénie, ça a été fait avec Olivier Tebourdeau, qui a été postdoc ici. Et puis, ça a été publié grâce, vous avez vu, à mes 2 sabbatiques de 6 mois, finalement, d'avoir réussi à mettre le temps qu'il fallait là-dessus. C'est de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe avec l'ontogénie dans la structure donc de la cime des éradications. Là, on va parler de croissance primaire seulement pour l'instant. Donc, en gros, l'arbre, il fournit, grâce à un arbre en santé, il va fournir des services et des habitats et fait en sorte que quand il y a de la compétition, de la densité, la composition d'espèces peut venir influencer un peu ces performances-là. Et il y a aussi des stress qui peuvent venir influencer ça. Depuis le temps qu'on connaît ce système-là, on pourrait se dire qu'on saisit bien ce qui se passe, mais dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. Et moi, je mets en cause un peu le pourquoi c'est si compliqué dans les études de voir, parfois même chez les mêmes espèces, des réponses complètement différentes. C'est l'ontogénie. Ça a été un peu l'hypothèse de ce chapitre-là, qui a été de dire
probablement que les arbres ne répondent pas de la même façon aux différents moments de sa vie. Donc, si quelqu'un travaille sur les semis, il va trouver des résultats. S'il travaille sur des arbres, il va trouver d'autres résultats. Donc, on voulait essayer d'améliorer cette compréhension-là. Donc, ce qu'on a fait, on est allé regarder la croissance primaire, donc tout ce phytomère, comment il était organisé, donc combien il y en avait qui étaient produits, où est-ce qu'ils étaient mis sur la pousse. Puis, de ces pousses-là, on a été regarder c'est quoi les caractéristiques de la tige et de la surface foliaire. En gros, ce qu'on a, c'est que la surface foliaire nous permet l'interception et la fixation. Donc ça, c'est les fonctions qu'on va aller regarder en regardant ça. Et la tige va aller nous renseigner sur l'exploration, donc la capacité d'aller explorer l'espace et la capacité de support aussi de la structure. Donc, dans cet exercice-là, on cherche à comprendre bien les fonctions d'exploration, il manque un petit L, et d'exploitation de la lumière. Donc, exploration d'espace, exploitation de la lumière. Donc, les objectifs, déterminer les types de pousses annuelles qu'on avait et qui étaient présentes dans la cible. On a aussi déterminé l'évolution de la distribution au cours de la vie de l'arbre. Et puis, finalement, évaluer les fonctions et l'évolution de ces fonctions-là dans l'arbre. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir que c'est assez intuitif. Donc, on a travaillé sur l'érable à sucre, une espèce économiquement très importante pour le bois, la fixation de carbone, le bois de chauffage, puis évidemment pour les érablières et les couleurs d'automne qui permettent à pas mal de touristes d'apprécier la forêt. Mais aussi, évidemment, parce que c'est une espèce économiquement très importante pour le délicieux sirop d'érable, le fameux sirop d'érable. Donc, pour les matériels et méthodes, on s'est placé dans la réserve faunique de Pinot-Label. On a fait juste une incursion aussi à Canac. L'idée, c'était de contrôler pour l'effet de lumière. Donc, on voulait voir vraiment l'effet de l'ontologie, donc de ne pas voir d'autres variables qui pouvaient l'influencer. Donc, pour contrôler l'effet de lumière, on s'est placé dans des coupes totales ou des bandes, des coupes par bande de différents âges qui nous ont permis d'avoir toujours des individus qui étaient en pleine lumière et qui n'avaient pas de problématique de covariation. Ça a donné un gradient comme ça où on a visité 6 ou 7 peuplements et qui nous ont donné des arbres tout au long du gradient de taille. Après ça, on est allé grimper là-dedans pour aller chercher les pousses annuelles. Aujourd'hui, on développe une nouvelle méthode un petit peu moins dangereuse. Et on est allé récupérer des systèmes branchés de 3 ans, donc les 3 dernières années de croissance, pour voir un peu comment s'organisait la croissance. On a mesuré la longueur, le nombre d'entre-nœuds, et puis la surface foliaire, et la masse de feuilles par rapport à la masse totale de la pousse. Ce que ça nous a donné, toute cette information-là, donc on avait nos systèmes branchés, on a fait un petit algorithme qui les triait en fonction de leurs paramètres, donc ceux qui étaient tous avec des grandes longueurs d'entre-nœuds, ceux qui avaient beaucoup de masse de feuilles, puis l'algorithme essayait de trouver une façon de regrouper dans le moins de groupes possible ces systèmes branchés-là. Et ce que ça a donné, donc ça permet de faire une classification des types de pousses. Je vais rompre le suspense tout de suite, on en a trouvé 4. La meilleure façon de grouper, c'était de faire ces 4 groupes-là. On met avec des couleurs que vous allez voir, on va pouvoir suivre. Il y en avait très rares, un peu moins rares, et puis après les 2 autres sont très très fréquents. Soit ils ont une faible, ils sont très concentrés sur un type, ou ils sont un peu plus étendus. Si on les détaille, ces 4 types d'axes, il y a les axes qu'on appelait les axes co, les ST4. Donc, eux, ils sont très fréquents. C'est les premiers qui étaient là avec très peu d'entre-nœuds. Il y en a souvent 1 ou 2. Ils ont aussi une forte quantité de feuilles pour la taille de leur entre-nœud. Donc, ça donne un axe qui ressemble à ça et qui est donc porté vers l'exploitation de la lumière. Beaucoup de feuilles, pas beaucoup de biomasse de tiges, donc pas beaucoup d'investissement, mais beaucoup de récupération et d'interception de lumière. Après ça, on a des axes moyens qui, eux, étaient très fréquents aussi. Eux, c'est un peu dans la moyenne, un nombre d'entre-nœuds moyens, puis une masse de feuilles aussi. Eux, on les a classifiés comme étant des axes avec 2 fonctions. Les 2 fonctions, ils font de l'exploitation de lumière, mais ils font aussi de l'exploration de l'espace. Après ça, on a les axes longs, donc ils sont peu fréquents, qui ont beaucoup d'entre-nœuds,
On peut avoir des croissances de 60 cm parfois, là, et ils ont beaucoup moins de feuilles par rapport à leur biomasse totale. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Et ils ont une fonction qui est surtout d'exploration de l'espace. En gros, c'est ces axes-là qui portent les deux premiers. Donc, eux, ils explorent, puis après, les autres sont placés dessus pour exploiter la lumière. C'est ça qui donne aussi la forme de l'arbre. Puis finalement, il y avait un type d'axe que je vous ai montré tout au bout qui était quand même très rare. Eux, ils sont très grands. Ils sont un très grand nombre d'entre-nœuds aussi et une faible quantité de feuilles. Et eux, on les a appelés les fourches. C'est qu'il y avait une duplication totale, même c'était souvent de deux axes qui étaient très grands et qui font ce qu'on appelle les fourches chez les arbres. Mais on n'en a pas trouvé beaucoup. C'est assez rare au moment de la vie de l'arbre où on voit l'apparition de ces fourches. Mais on a réussi à faire un groupe quand même avec ce. Si on place ça dans la vie de l'arbre, avec le développement de l'arbre, on voit qu'il y a les axes courts, les ST4, sont produits tout le temps dans la vie de l'arbre. Les ST3 un peu moins souvent, puis les ST2, c'est beaucoup plus rare. Et on a trouvé un moment dans la vie de l'arbre, c'était quand il atteignait son 5 mètres de hauteur, où on pouvait voir l'apparition des fourches. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ces fonctions-là, c'est de l'exploitation, ces fonctions-là, c'est plus de l'exploration de l'espace. Au cours de la vie de l'arbre, donc au début, ils font que de l'exploitation. L'arbre est tout petit. Son premier but, c'est d'accumuler du carbone, d'intercepter la lumière, d'être très compétitif pour ça et d'accumuler des réserves. À partir de là, il complexifie un peu son système où il va commencer à produire aussi des axes 3 qui vont commencer à explorer, mais la fonction exploitation est encore là. Puis on a une complexification du système pour avoir quelque chose qui là va devenir très compétitif. Donc à ces hauteurs-là, 5-10 mètres, l'arbre est à son maximum de compétitivité, d'essayer de surpasser les autres pour gagner la course vers la lumière. Et puis en vieillissant, on voit que là on perd cet effet-là et qu'on retrouve une structure plus simple avec encore une fois surtout de l'exploitation puis un petit peu d'exploration encore. Mais il a eu sa place, il est rendu et il se développe maintenant plus pour maintenir l'exploitation de la lumière. Donc, ça a été une compréhension un peu nouvelle de comment l'arbre se développe et où est-ce qu'il est dans ses fonctions au cours du temps. Comme je disais, il y avait ces fourches qui apparaissaient ici, donc une duplication de la structure. On voit que c'est vraiment un moment précis de la vie de l'arbre où il semble être capable d'avoir tellement des bonnes conditions, quand ça se passe bien pour lui, que là, il développe des fourches. Et une fourche, il faut comprendre que ça multiplie par deux toute la structure de l'arbre. Donc, ça le complexifie beaucoup, mais ça lui donne aussi un gros avantage, mais aussi des grands coûts associés à ça pour construire cette structure-là. Donc, il ne peut pas le faire n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va ramener à la maison selon cette étude-là? Surtout du sirop d'érable. Ça, c'est le plus important, mais aussi que ces traits d'arbres ont changé énormément au cours de la vie. Ça, c'est important de le retenir parce que ça fonctionne. Plus on regarde les traits, plus on trouve qu'ils sont modifiés et de façon quand même très importante au cours du développement en taille. Donc, gardez en tête que c'est cet effet ontogénique vraiment très fort. Et puis aussi qu'on a cette histoire de complexification de la structure avec le développement en taille, jusqu'à un point où, et là on peut parler de sénescence, où on pense que l'arbre n'a plus assez de ressources pour continuer à dupliquer, mais met toutes ses ressources pour exploiter la lumière et essayer de garder au maximum son bilan positif. Et les questions qui se posent, c'est une sécheresse ou une poupe. Si ça arrive à ce moment ici ou à ce moment ici, ça peut avoir des conséquences très différentes. Donc ça va être quelque chose qu'on va essayer de regarder dans le futur. Je remercie Julie et Matt qui a grimpé dans les arbres et Julie qui nous a aidé pour les surfaces foliaires. Deuxième étude, donc la modélisation. En fait, vous allez voir, c'est très lié. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec Green Lab, l'équipe de Montpellier, puis en Chine avec Meng Zheng. C'est une approche qui visait à développer un modèle qui pensait un peu autrement. Au lieu de partir du fonctionnement de la photosynthèse comme étant le fonctionnement de l'arbre, on y se passe beaucoup avec la botanique. Donc, dire d'abord, un arbre, c'est un canevas qui se construit,
Puis la photosynthèse, c'est juste un résultat qui va nous dire comment ce canevas va être exploité. Donc ça, c'est encore avec Olivier, mais avec Christian et Philippe de Réfi, donc on a fait ça. Ça, c'est la croissance primaire quand on peut la mettre dans un ordinateur pour essayer de comprendre encore plus le fonctionnement de l'arbre. Le contexte de l'étude, c'était avec Hydro-Québec, on était à la chaire de recherche où on essayait de savoir, ils avaient besoin, eux, d'un modèle qui permettrait de prédire un peu comment l'arbre se développe pour savoir quand on fait des coupes, on élague les arbres, comment est-ce qu'ils répondent, comment est-ce que la cime des arbres répond quand on la taille. Donc, il fallait avoir un modèle assez intéressant et puissant parce qu'on ne peut pas faire ces études-là proches des lignes électriques en général. Disons que c'est très contraignant. Avec le besoin de comprendre le développement des arbres, ici c'était idéal parce que c'est des milieux isolés où la lumière est assez stable, donc il y avait quand même des conditions qui étaient intéressantes. Les arbres sont faciles à scanner pour le lidar, des choses comme ça. Et puis aussi besoin de modèles donc, pour pouvoir prédire le fonctionnement, mais aussi, et idéalement, pouvoir faire des tailles et voir comment ces arbres-là répondent, pour pouvoir entraîner les éleveurs. Donc, on a choisi un FSPM. Ça, c'est un modèle de plante qui utilise la structure et le fonctionnement de l'arbre comme donc c'est très fonctionnel. Pourquoi Green Lab? C'est un modèle qui est, comme je disais, basé sur le développement. Donc, on regarde la structure, comment un arbre avec ses phytomères se construit. Puis, si les ressources sont illimitées, on voit qu'il est capable de faire ce canevas-là. Dans la réalité, on voit qu'on n'est pas capable de faire à chaque fois le maximum parce qu'on est limité en lumière, on est limité par la compétition. Donc, il faut calculer combien de photosynthèse je suis capable d'avoir pour dire combien de ces organes vont pousser et quelle taille ils vont avoir. Puis une fois que j'ai ça, je regarde avec ce nombre d'organes que j'ai et leur taille. Ça me dit le nombre de phytomères. Le nombre de phytomères me dit le nombre de bourgeons. Le nombre de bourgeons me dit le nombre de feuilles et le nombre de ramifications. Donc, je suis capable de refaire un autre cycle. Donc, avec ces deux très simples modules-là, on peut faire une simulation qui est très solide parce qu'elle est basée sur ce qu'on observe, la description de ce qu'on observe. Donc, ça, c'est développé au CIRAL. Et ouais, c'est ça. Donc, aussi pourquoi? Parce qu'ils commençaient à regarder en Chine, là, sur le peuplier, à développer des modèles Green Lab pour les arbres. Nous, on connaissait bien le fonctionnement puis la botanique, donc on a décidé de faire cette aventure commune avec eux pour développer le modèle. Et puis, c'était très intéressant d'avoir aussi le CIRAL qui est très, très, très développé dans la botanique et la modélisation architecturale. Donc, ensemble, c'était une équipe plutôt adéquate pour faire ça. L'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est des mathématiques. Ce n'est pas juste de la simulation d'ordinateur, c'est des équations mathématiques et souvent statistiques qui nous permettent de mettre un petit côté aléatoire. Et ça donne beaucoup de réalisme et surtout une vitesse de calcul vraiment importante. Pour les objectifs qu'on avait là, donc c'était de faire des améliorations pour que le modèle puisse modéliser des grands arbres, parce que ça, c'était encore pas fait. Et puis aussi explorer le développement de la cime des arbres, surtout de tester l'hypothèse sur ce puits qui nous intéressait beaucoup par rapport à ce qu'on avait découvert dans la première étude que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, même chose, pour simplifier le modèle, et puis vu qu'on était dans les rues, on pouvait y aller avec un environnement contrôlé. Donc, on est allé chercher de l'information sur les arbres qui étaient dans un gradient de taille, qui étaient dans des ouvertures importantes. C'était en fait les données que Olivier avait été récupérées. Donc, on a récupéré tous ces systèmes branchés, on les a étudiés d'une autre façon pour pouvoir les rentrer dans le modèle. Des hypothèses de modélisation, il y en avait beaucoup. J'en ai gardé juste quelques-unes pour vous montrer un peu le défi que c'était. C'est que, par exemple, ici, on a une pousse où on a 7 phytomères. Donc, il y a 7 choses à calculer, 7 choses à savoir à quoi il est attaché et comment est-ce que c'est organisé dans l'espace. Ça devient très compliqué quand vous en avez 800 000. Donc, l'idée, ça a été de travailler à une échelle de la représentation visuelle avec des métaphytomères. Donc, on disait finalement, est-ce que c'est important de savoir qu'on en a 3 avec 3 feuilles ou qu'on en a qu'un avec une grande feuille qui est virtuellement de la même taille? Donc, on a simplifié ça et on s'est aperçu avec les 10-15 premières années qu'il n'y avait pas d'impact. Donc, on a décidé de garder cette structure-là pour simplifier un petit peu.
et évidemment accélérer beaucoup les calculs. L'autre chose, c'est que ça, c'est facile à mesurer sur le terrain aussi. La branche, pas le nombre d'entre-nœuds qui est quand même assez long, mais on pouvait valider que le modèle nous donnait des longueurs de branche adéquates. Donc ça a été un bon point. Puis la validation de modèle, c'est pas toujours facile. Dans ce cas-là, ça pouvait être. Ensuite, ce qu'on est allé chercher, c'est le taux de ramification pour définir justement comment chaque année l'arbre pouvait produire des nouvelles branches et à quel rythme, et surtout quel type de branche il produisait. Donc là, c'est des stats. En gros, on dit à cet âge-là, à ce moment-là, avec cette lumière-là, dans cette position-là de la cime, l'arbre va produire 3 petites branches, puis 3 grandes branches sur la pousse annuelle. Et avec toutes ces équations donc plus statistiques, on peut avoir un portrait potentiel de l'arbre qui va être ensuite comparé avec les réserves en carbone qu'on a calculées de l'année d'avant pour dire quelle est cette portion-là qui vont être produites avec des préférences. Donc, dans le source puits, on regarde, on n'a pas la même force de puits. On dit ces branches-là, elles sortent plus souvent, ces branches-là sortent moins souvent. Donc, c'est comme ça qu'on peut construire. Donc, on a regardé à l'échelle aussi ici la force des puits, donc combien de carbone était investi dans chacun à l'échelle de la pousse annuelle pour pouvoir les reconstruire. Là aussi, ça a été validé sur des DHP puis des hauteurs d'arbres qu'on retrouve en forêt. Donc, on simulait l'arbre pendant 80 ans, puis on allait voir des arbres de 80 ans si on avait bien les bons diamètres, si on avait bien le même nombre de branches. Et donc, tout ça a été validé. Le premier objectif, reconstruire un arbre de taille grande, la seule chose que je peux vous montrer, c'est ça, c'est que ça a fonctionné. J'ai enlevé toutes les petites branches puis les feuilles pour que ce soit plus simple. Mais grosso modo, on voit des structures d'arbres qui sont des structures d'érables. On pourrait finir un peu la visualisation pour améliorer le rendu, mais vous voyez que la structure, c'est tout à fait des arbres qu'on peut retrouver. Ce qui était intéressant, c'était de voir qu'il y avait des apparitions de fourches aussi, mais qu'elles étaient beaucoup plus fréquentes que ce qu'on avait vu dans la première étude. Donc là, arrivait le deuxième objectif qui était, allons voir les sources puits, comment ça se passe dans un arbre, comment on voit l'évolution de son bilan de carbone au cours de sa vie. Le bilan de carbone, en gros, c'est l'offre en carbone et la demande en carbone. L'offre, c'est ce que la photosynthèse a fait, combien de carbone j'ai réussi à avoir. Et la demande, c'est combien j'ai de bourgeons qui étaient prêts à partir cette année-là. Et donc, combien de carbone j'avais besoin pour construire cette structure-là. Donc, le ratio des deux, s'il est de 1, ça veut dire que ma demande est complètement remplie par l'offre qui est fournie. Donc, en gros, si on part de 1 ici, on est positif. Puis, à partir du moment où on devient négatif, on est dans un mode de stress où on n'a plus de carbone pour survivre. Ce qu'on voit, c'est que c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on pensait au départ avec l'architecture. On disait ça se complexifie, puis ensuite ça se simplifie. On voit qu'il y a peut-être des moments dans la vie de l'arbre où ça monte, ça redescend, ça remonte, et il y a peut-être même plus de ces vagues-là. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que quand on avait des systèmes centrés exploitation de lumière, on voit que le Q sur D, il augmente. Et il y a des portions où, une fois qu'il est très élevé et qu'il a accumulé beaucoup de carbone, il se permet de faire de l'exploration de l'espace. Ça, c'est très coûteux, fait que là, il perd. Puis avant d'arriver à 1, il repart dans de l'exploitation de lumière. Donc, il développe des systèmes où il y a encore des pousses qui sont plus dans l'exploitation. Même chose encore, là, il repart avec l'exploration, puis on voit qu'à la fin, la structure est tellement grosse et tellement lourde que même s'il arrête de faire des axes d'exploration et qu'il ne fait que des axes d'exploitation, il n'arrive pas à maintenir son bilan de carbone vers le plus, vers l'accumulation. On rentre dans un mode de sénescence probablement, où là, on a un épuisement et que la structure est trop lourde à supporter. Donc, même s'il ne fait plus que des tout petits axes, il arrive à avoir un bilan de carbone qui baisse. Ce que ça nous a dit aussi, c'est cette histoire de seuil ici où on pense que et il faudrait déterminer c'est quoi la valeur, mais il y aurait un seuil à partir de quand le bilan de carbone est tellement positif, on a la capacité de produire des branches. Ça peut être intéressant en sylviculture ou en qualité d'arbre pour voir quand est-ce qu'il faut créer des bonnes conditions pour avoir une duplication. Souvent, on ne la veut pas trop tôt pour avoir des lignes qui sont plus longues, on la veut plutôt tard. Donc, il faudrait essayer de garder un environnement lumineux ou une façon qui permette à l'arbre d'atteindre ces niveaux-là plus tard si on veut avoir des belles lignes. Une petite application sylvicole, mais
mais c'est ça. Donc là, on comprend qu'il y a un niveau où on peut avoir ces fourches qui peuvent se créer. À approfondir aussi. Donc, la mission est accomplie. Comme je vous ai dit, 800 000 phytomères en théorie dans les calculs. Dans la représentation, on les simplifie beaucoup avec les métaphytomères. Et ça se produit en 1 minute. Pour vous faire un petit comparatif, on avait commencé à essayer ça avec Lignium, un modèle finlandais. Ça prenait que 3 jours pour faire un arbre qui ne ressemblait plus à un arbre parce qu'il accumulait des erreurs dans l'architecture parce qu'il était trop fonctionnel et pas assez botanique. Donc, je remercie Sébastien donc, du CIRAD qui nous a aidé beaucoup dans la visualisation avec Marc Jäger, puis Jean-François Barcy aussi, qui était une personne qui est très bon à avoir dans un groupe parce qu'il pose toujours tellement de questions, il ne comprend jamais rien, fait que ça vous remet toujours en place. Puis, il est quelqu'un de très challengeant. C'est aussi un ami. Troisième étude, donc phénologie des feuillus, je vais passer vite. Un peu parce que vous l'avez vu mercredi dernier, là, entre 2 alertes au feu. C'est le travail qu'on avait fait ici à Canuck avec Valentina plus tôt. J'ai appris ce matin, que j'ai changé ma diapo, que c'était accepté dans Frontiers. Donc, on était vraiment contents. Oui, merci. Donc, Valentina qui avait pris le lead là-dessus du travail que Mathilde Milan avait fait pendant son master. Et c'est avec Sergio aussi qu'on a développé cette étude-là. En gros, ici, on va parler de croissance primaire, croissance secondaire et du climat. Donc, on sait que les changements climatiques sont en cours. On voit qu'il y a des gels tardifs qui impactent beaucoup la croissance, ici des bleuets, mais qui peut impacter aussi la croissance des arbres. On a aussi des risques de sécheresse qui augmentent beaucoup, qui sont très différents ou très variables spatialement, mais qui sont, on le sait, surtout en Outaouais, qui ont un potentiel. Audrey l'avait présenté un peu avec des endroits où ça va être plus sec, des endroits où ça va être plus souvent sec aussi. Donc, l'intensité et la fréquence qui vont changer suivant les places. Donc, là-dessus, c'est très intéressant de savoir comment est-ce qu'on pourrait prédire l'impact de ces sécheresses-là et de cette évolution des sécheresses sur la forêt et sa composition. Donc, la première étude qu'on a faite, c'est ça. C'est qu'on s'est dit, on reconnaît que la croissance primaire et la croissance secondaire sont liées. La croissance secondaire amène de l'eau à la croissance primaire qui, elle, fait la photosynthèse et ramène les sucres pour la croissance en diamètre. Donc, si on se dit que ces deux-là sont liés, on peut aller chercher, grâce à la botanique et à la dendrochronologie, de l'information sur les deux et essayer de comprendre un peu comment est-ce que tout ça fonctionne. Donc, l'intérêt aussi, c'est que dans les deux cas, on a une accumulation d'informations. Donc, que ce soit en dendrochronologie, c'est connu depuis longtemps, les cernes sont un peu un symptôme du climat que les arbres ont eu. Et dans la croissance primaire, on a ces pousses annuelles qui s'accumulent et qui laissent des petites cicatrices qu'on peut voir. Donc, avec ça, on pouvait aller chercher l'information du passé. C'est ça qui était intéressant parce que si on regarde le climat passé avec les informations qu'on a dans la croissance primaire et secondaire, on peut aller chercher des sécheresses dans ce passé-là et voir un peu comment les arbres ont réagi. Donc, c'est ça qu'on a fait, comprendre le lien entre la croissance primaire et secondaire, donc comment est-ce que les deux s'organisent, et comprendre ces liens-là, l'impact dans ces liens-là du climat. On s'est placé à Canuck, encore une fois dans les bandes parce que c'est vraiment plus simple avec la lumière qui est stable. On a regardé 2 groupes d'arbres, donc érable et bleu jaune pour les pores diffus et le chêne rouge et le frêne pour les zones poreuses, pour voir un peu comment ça fonctionnait. On avait pris 8 individus par espèce, des arbres dominants et codominants pour avoir un effet limité de la compétition et du manque de lumière. En gros, on avait des arbres de 11 mètres, 7 cm de DHP. Donc, on était proche, on finissait la gaule, on commençait à avoir des arbres juste avant d'être commerciaux. Et puis, ils avaient entre 15 et 30 ans en haut. Donc, on est à peu près, dans l'ontogénie, on est à peu près à ce stade-là. Ouais. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est la croissance primaire. Donc, on a regardé les pousses. On ne parle plus d'entre-nœuds, on regarde juste la résultante qui est la pousse annuelle. Et on regarde aussi les cernes. Donc, on a fait des carottes
et on a regardé un peu cette structure de largeur de cerne. Donc là aussi, on regarde le diamètre hydraulique des vaisseaux. Donc on a regardé la taille des vaisseaux et la largeur de cerne. Je n'ai pas dit ici, mais on a regardé quand même le nombre de ramifications qui étaient produites. On avait une période commune, 2008 à 2017, où on avait de l'information pour les deux. Avec la croissance secondaire, on peut remonter beaucoup plus loin. Avec la primaire, ça devient vraiment difficile parce qu'on ne voit plus les cicatrices, l'écorce commence à être trop complexe. On s'est placé aussi donc, avec un mode de comment définir le climat et la sécheresse qu'on avait. On a été donc avec le SPEI, qui est un indice dont vous allez entendre parler beaucoup, qui mesure l'évapotranspiration, donc la température et la sécheresse. Grosso modo, on dit qu'à 1,5, on est rendu avec un effet sur les arbres. Et vous voyez, là, il y a deux périodes à Canol où il y a eu un stress. Lui, alors la zone grise, c'est la saison de croissance. Vous voyez, tout au début de la saison de croissance, ici, on a eu un gros stress, mais le reste de la saison était correct. Ici, on était un peu au début et au milieu aussi de la saison de croissance. Puis même ici, ça a remonté, ça n'a pas remonté au-dessous du vent. Donc, on a un effet qui était quand même très fort en 2000. Ce qu'on voit, c'est que d'après les modèles qu'on a regardés, que ce soit pour l'élongation de la tige ou la largeur de la cerne, il y avait des périodes donc, qui sont les mois secs de août et septembre de l'année précédente et ceux de avril à mai de l'année en cours qui sont très importants pour définir la taille de la cerne et la taille de la tige. On voit qu'il y a des périodes dans l'année où, si les conditions ne sont pas très bonnes, ça peut avoir un impact sur la croissance. Mais il y a d'autres périodes où, s'il y a des stress, c'est beaucoup moins important. Donc, on a une réponse commune des deux types d'auxiliaires. Quand on va dans le détail un peu, on voit que par contre, c'est très différent les choses qui ont été réellement affectées en arrière. Donc, quand on regarde les pores diffus, c'est le nombre de ramifications qui est très, très, très impacté et qui va avoir finalement un effet sur l'élongation de la tige. Donc, ça, c'est tout simplement les nombres de ramifications, vu que sur ces axes-là, c'est des petits axes d'exploitation qui sont portés. C'est probablement le carbone qui est produit par ces axes-là qui fournissait le carbone pour faire la croissance de l'élongation. Donc, il y a une certaine autonomie du carbone chez ces espèces-là, où si on arrive à faire des ramifications, on peut avoir un développement d'une pousse qui va être bonne. Après, les autres facteurs qui ressortaient de l'étude, c'est principalement des facteurs qui sont liés à la conduction de l'eau. Donc là, on va être avec, si les conditions restent bonnes dans les périodes où on fait des vaisseaux et qu'on peut en faire plus, ben là, la pousse va être plus longue aussi. Donc, surtout ce facteur-là, les deux autres sont quand même plus faibles. Donc, on voyait aussi qu'ils étaient à la limite de la signification, mais on avait le SPEI en septembre et en mai de l'année passée et de l'année en cours. Donc, le climat a encore un petit peu d'importance, mais sûrement que ces effets-là sont contenus à l'intérieur de ces variables-là. Pour ce qui est des zones poreuses, donc les deux autres espèces, là, on voit que c'était très différent. C'est le nombre de vaisseaux, l'architecture n'est plus du tout là. Donc, c'est vraiment le nombre de vaisseaux qui définit la réponse. Donc, c'est surtout des conditions hydriques qui vont faire en sorte que la croissance va être bonne de la tige. Et là, on voit que le SPEI de septembre de l'année passée est aussi quand même assez fort. Ça, c'est la période où l'arbre accumule ses sucres pour la croissance printanière. Et puis le reste, c'est encore un petit peu des effets d'eau et aussi un petit peu des effets de la pousse et de ces ramifications qui vont être produites au moment de la saison. Donc ici, on voit que c'est plus le stockage de carbone à l'automne et la création de la nouvelle cerne au printemps qui va permettre de faire une bonne pousse durant l'année. Donc, on voyait que les effets étaient similaires, mais les raisons de comment ça s'est impacté sont très différentes. Donc, des pertes de biomasse dans les deux cas, en fait, on n'a pas vraiment vu de différence entre les deux espèces, ce qui était quand même étonnant. On avait des hypothèses là-dessus, mais qui ne sont pas liées aux mêmes causes. Des fonctionnements différents, mais des impacts identiques. Si je les résume ici, fin de la saison précédente, donc on a l'organogénèse. Après ça, donc le moment où on forme les bourgeons, les ramifications pour le printemps.
Donc ça, c'est la période importante pour les pores diffus. Et puis ensuite, on a les conditions au début et à la fin de la saison de l'année en cours qui vont permettre d'avoir une pousse plus ou moins. Les zones poreuses, elles, c'est la fin de la saison est plus importante pour la mise en réserve des sucs pour faire la nouvelle cerne au printemps. Il y a aussi de la protection pour le froid et évidemment la préparation des bourgeons, mais dans une moindre mesure. Et après ça, on a le développement de la cerne. Donc, si les conditions sont bonnes ici et sont bonnes ici, là, on va avoir une belle cerne de croissance. On va voir, même s'il y avait une sécheresse plus tard, ces espèces-là auront tout ce qu'il faut pour faire une belle pousse. Donc, très dépendant de ces deux périodes-là, mais beaucoup moins de la fin. Comprenez aussi que si les conditions ne sont pas bonnes ici, ce n'est pas bon pour la pousse de l'année, mais ça va aussi influencer celle de l'année d'après. Je remercie Yann Noël pour son aide à Canoc, puis Marie-Ève pour avoir trouvé les bancs. Il reste combien de temps? 17. Ici, c'était le cas où on avait regardé encore avec la croissance primaire et le climat, un impact très ponctuel, très significatif. Je vais aller vite parce qu'on reprend un peu la même chose. L'escarpement, c'est un milieu qui est très riche avec des espèces très spécifiques. C'est des conditions de climat, d'exposition qui sont uniques au Québec et qui font en sorte qu'on trouve des communautés d'espèces vraiment très spécifiques et très rares. Malheureusement, l'escarpement, il porte bien son nom, il est un escarpement et il est très vite drainé. Il y a aussi beaucoup de chevreuils qui font des ravages parce que c'est un endroit où, plein sud, l'hiver, c'est très agréable d'être et c'est beaucoup moins froid. Donc, c'est un écosystème vraiment intéressant, mais très fragile. En gros, on va revenir sur cette sécheresse de 2012 qui a été extraordinaire et dans le Pontiac encore plus où il y a même eu de l'assistance pour les fermiers. Là, ils sont allés chercher du foin parce qu'il n'y avait même pas de foin qui poussait dans les champs. Et on a eu la même approche, on a regardé les SPEI. Donc, seulement si c'est chaud et que c'est sec, on a de la sécheresse. Les autres cas, c'est pas si grave que ça. Encore une fois, inférieur à 1,5. Là, il y a une photo qui a été prise en juillet 2012 dans l'escarpement. Juillet 2012 dans l'escarpement, on se retrouve ici quasiment dans le plus foncé. Donc oui, l'escarpement est très sensible à la sécheresse. Mais il est aussi très affecté par le chevreuil. Donc l'idée ici, c'était d'aller voir les stress biotiques et abiotiques et de voir comment est-ce que la régénération de l'escarpement peut être affectée par ces deux. On a fait la mesure de croissance primaire encore, et puis on a fait aussi des analyses de groupe. Comment on a réalisé ça? On a fait ces transects au long, fait qu'on montait l'escarpement peut-être 2 fois par jour pour ce terrain-là. Ça fait des bonnes cuisses. On a regardé au niveau des arbres, donc la vigueur, la composition, un peu d'informations sur le couvert. Et pour la régénération, le goût, la composition aussi, pour comparer, voir s'il y avait des évolutions, et la croissance primaire. Je vais passer tous les résultats qui ne seront pas sur la croissance primaire. Pour le chevreuil, on pourra en discuter, mais il y avait des impacts où le chevreuil préfère certaines espèces. Pour la composition des arbres, ce qu'on voyait, c'est qu'en haut, on a 5 espèces qui se retrouvent pas mal tout au long de l'escarpement. Mais dans la pente un peu plus raide, là, on a un ajout de certaines espèces. Et puis, finalement, en bas, on en perd quelques-unes, mais on en récupère aussi pas mal d'autres, qui font en sorte qu'on a 5 espèces, 12 au milieu et 14 à la base. Donc, des peuplements qui sont complètement différents, des structures différentes. Pour la vigueur des arbres, il n'y a pas de grande surprise. Là. La vigueur était la moins bonne, donc la perte de cime était la plus grande, vraiment au bord de l'escarpement, là où c'est plus drainé. Et puis aussi au niveau des espèces, on voyait que le noyer cendré qui est atteint par une maladie, le chêne blanc qui était très impacté probablement par la sécheresse, le frêne qui est aussi attaqué par la grille, le tilleul, c'était un peu surprenant, mais il était quand même affecté. Puis le prochain sur la liste, c'est le hêtre qui lui aussi est affecté par une maladie. Si on s'arrête principalement à la croissance primaire, ce qu'on a regardé là, c'était la résilience. Donc la résilience, d'après De Soto, c'est la résistance et la récupération. Quand il y a un stress, on peut avoir une perte de croissance puis la récupérer.
Comment cette perte va être importante, c'est ce qui définit la résistance. Comment on va récupérer ensuite, c'est ce qui définit la récupération. Donc, en gros, c'est la croissance qu'on a avant le stress et pendant le stress qui est multipliée par la croissance qu'on a pendant le stress sur la croissance qu'on a après le stress. Quand on regarde les SPEI de la région, ben, il n'y a pas de surprise. On a même tout à l'heure en 2012 une forte, mais on voit que l'escarpement est un peu plus quand même sujet au stress. Il y en a eu un aussi en 2010 qui était quand même assez important, celui qu'on avait vu en début de croissance, mais on en a aussi en 2015, 2016 et en 2019. Donc, des stress qui sont quand même importants en 2019. Là, on parle de moins. C'est quand même assez conséquent. Ce qu'on voit quand on regarde la croissance moyenne des espèces, c'est toutes les espèces ensemble. 2010, finalement, il était très tôt dans la saison, probablement qu'il n'y a pas eu beaucoup d'effets. 2012, oui, ça a même duré 2 ans, l'effet sur la croissance. 2016, il y a eu un effet quand même, puis 2019 aussi. Donc, on voit que l'escarpement est quand même beaucoup plus sensible que le canal, par exemple, pour les mêmes climats quasiment. Là où ça devient intéressant, c'est cette histoire de résilience. Si on regarde à 1, on a eu la même croissance avant et après, donc on a complètement récupéré, complètement résisté le stress. Et on voit les espèces qui sont en vert ici, qui ont elles-mêmes profité, donc ils ont une meilleure croissance après le stress qu'ils en avaient avant. En bleu, c'est celles qui n'ont pas vraiment de différence avec le avant et après. Et puis, en rouge, on a les espèces qui, elles, semblent souffrir, qui n'arrivent pas à récupérer après le stress. Donc, le chêne blanc encore et l'érable à sucre. Avec le chêne blanc, vous vous souvenez, pas très bon au niveau de l'escarpement, il est très brouté aussi et on a un problème avec lui. Donc c'est une espèce qu'il faut faire attention. L'autre chose ici qu'on a, c'est quand on décompose la résilience, on regarde que quand une espèce est très résistante au stress, en général, elle a une faible récupération, ce qui est assez logique. Et quand on a une espèce qui a une faible résistance, donc qui subit beaucoup de stress, la plupart du temps, elle a quand même une très bonne récupération. Donc, les espèces choisissent soit de résister, soit de récupérer, mais on voit qu'il y avait un dessin d'un patron qui peut être intéressant à fouiller dans le futur. En conclusion, c'est ça, pour cette étude-là, on voit que pour les arbres, on a un effet de sécheresse qui peut être important chez le tilleul et le chêne blanc pour les arbres, en haut de l'escarpement et plus au milieu. Pour la régénération, on a un effet sur l'érable à sucre en haut et en bas, et sur le chêne blanc au milieu de l'escarpement. Puis, on a un effet du chevreuil sur le pin blanc en haut et sur le tilleul et le peuplier en bas. Donc, le peuplier en bas à cause du chevreuil, mais sinon, il n'est quand même pas trop à plaindre. Donc, tout ça, c'est à surveiller, puisque ça nous dit, c'est qu'on a tout au long de l'escarpement un effet stress qui est très élevé au niveau hydrique au milieu ou en haut, au bord de l'escarpement. En bas, ce n'est pas un gros problème. Pour le chevreuil, c'est plutôt en haut et en bas qu'il y a cette combinaison. Donc, en gros, pour la vulnérabilité de la forêt, on l'a estimé beaucoup plus élevée donc en haut, un peu moins au milieu et faiblement vulnérable en bas, parce qu'il y a juste le chevreuil et, encore une fois, ce ne sont pas des taux de broutage qui sont très élevés. Merci. Je vais remercier tous ces gens-là qui ont fait le travail. Merci Sylvain. Est-ce qu'on a les questions pour Sylvain? Moi, c'est le SPEI qui que dans le système de présenté. Il ressort avril-mai, le SPEI de l'avril qui ressort comme expliquant sur l'élongation de l'actif, je pense. Oui. Je me demandais, souvent le SPEI, c'est bon dans des climats sans neige. Mais ici, nous, en avril, quand même, en fait, souvent, il y a encore de la neige. Comment t'expliques ça, le SPEI qui ressort au printemps? Pour le côté escarpement, c'est assez clair. Puis lui, il n'y a aucun problème, on pouvait les lier parce que la neige fond vraiment vite. On a un écoulement. On a fait des mesures de son TDR aussi parce que justement, on a fait la TDR à Canal. Et on s'est dit, s'ils ressortent, c'est vraiment des années exceptionnelles qui font en sorte que la neige fond très vite et que ces mois-là, si la recharge en neige était assez grande et que l'eau est logée dans le sol, là, on a des bonnes croissances.
Quand ça fond très vite, ça sèche plus vite. Et là, on voit donc d'une année à l'autre, le mois d'avril peut être très humide ou pas très humide, et c'est lui qui tirait la corrélation avec la croissance. Et en fait, elle est vraiment importante. Celle-là, on veut la fouiller un peu plus parce que même s'il y a des réserves en eau dans l'arbre, même s'il y a de l'eau un peu plus tard, ces mois-là sont vraiment cruciaux pour la reconstruction de la conduction de la sève. Et ils sont importants malgré la couverture des jeux, malgré le fait qu'il devrait y avoir de l'apport en eau régulier. Il y a des années où il n'y en a vraiment pas tant que ça. Mais il y avait 2 années exceptionnelles où avril et mai étaient très, très faibles. Et donc, ça fait des points qui sont très bas. Et quand tu fais ta corrélation, ils prennent beaucoup de place, ces points-là. Ouais. Tu n'as pas parlé des traits de racines, puis des traits d'enracinement, puis des espèces que tu vas faire surtout dans ta dernière étude pour présenter des traits assez distincts. Est-ce que tu as une petite idée, certaines hypothèses que tu pourrais formuler de ce côté-là? Mon hypothèse, c'est qu'il y a au moins autant de complexité en dessous. Le but était au départ de le faire, mais quand on travaille à l'escarpement et on n'a pas le droit de prendre un petit peu de sol, là, donc il fallait vraiment, on avait choisi la croissance primaire aussi seulement parce qu'on peut mesurer ça, c'est non destructif, et qu'on n'affectait pas les arbres. Idéalement, on irait chercher les racines. Tu sais très bien, mais il y a une architecture racinaire, il y a une capacité de s'adapter. Moi, j'étais étonné de voir que c'était pas plus grand pour par rapport à ce qu'on voyait sur la croissance primaire et l'endroit où est-ce qu'ils étaient. Des fois, tu avais à peine de sol. Je me dis, il se passe quelque chose du sol qui fait que la racine est allée chercher une veine d'eau quelque part. Parce que moi, je regarde cet arbre-là où il est, il aurait dû sécher, il aurait dû mourir. Donc, il se passe quelque chose dans le sol qui leur donne une capacité de tolérer les stress vraiment élevés. Ce que vous voulez mentionner tantôt, si je fais appel aux travaux de Florence sur la production racinaire et racinaire, donc l'importance justement des toutes premières semaines dans le développement, même avant le flush des courges, pour la production des racines fines, ça aurait un lien avec cette période-là critique. Exactement. Puis ça, la machine s'installer. Ça fait que souvent, on le résume parce qu'on ne le mesure pas, il est comme caché. On le résume dans la construction de la cerne. La construction de la cerne, c'est le carbone qui a été emmagasiné, mais c'est aussi l'eau qui vient recharger ça et construire cette cerne-là. Donc, les racines sont super importantes dans cette période-là. Parfois, il y a des espèces qui font des flushs, donc il y a plusieurs flushs dans la saison. Il y en a d'autres qui sembleraient avoir une croissance, puis un turnover des racines continu. Avec ça, il faudrait le regarder aussi. C'est des avenues vraiment intéressantes pour préciser encore qu'est-ce qui est en arrière de ces mois-là. Là, on peut attribuer l'ontogénie ou l'organogénèse du mois de septembre, l'aoutement des espèces. On peut mettre des processus en arrière, on peut en mettre d'autres. Et au niveau racinaire, il y a sûrement des choses à faire. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, peut-être dans le Zoom, Benoît. Non, il n'y a personne pour l'instant dans le chat ni en ligne. Moi, j'en aurais une. On voyait dans la dernière diapo, c'était l'érable qui était le plus. T'expliques ça comment? Ben, d'abord, l'escarpement est devenu vraiment très sec dans les dernières années, puis c'est quand même une espèce qui a des besoins d'un sol. C'est drainé, oui, mais pas trop. Et il y a des périodes de l'escarpement, il y a les chutes Luxville, elles ne coulent même plus. Depuis quelques années, on sèche. Chaque année, il y a une période où il n'y a plus d'eau. Fait que, il semblerait que l'eau qui venait plus du top n'arrive plus à percoler. Fait que je pense que c'est trop sec pour lui, définitivement. Il ne se fait pas tant brouter, je n'ai pas montré le résultat, mais au niveau c'est pas si pire, mais je ne vois pas d'autre chose que la sécheresse. Donc,
Monsieur. Je veux juste dire, la chaleur, c'est aussi l'escarpement. C'est pas juste sec, c'est chaud. C'est chaud, mais à l'endroit où l'érable est en difficulté, c'est pas les endroits où c'est les plus chauds. Le chêne blanc, par exemple, ça, on estime que la température, lui, il est dans l'escarpement, il est vraiment dans la roche. Quand on le mesurait, là, il y avait des périodes où c'est vraiment difficile parce que c'est extrêmement chaud. Fait que lui, il est déjà vraiment fort d'être encore là, dans ces places-là. Là. Le chènévrier, je peux comprendre, mais le chêne blanc, il commence à souffrir. Mais l'érable, il est plutôt en haut et en bas, là où ça en devient plus plat et que normalement, ça devrait bien aller. Là, c'est quand même assez sec, il en souffre. Et donc, est-ce que tu dis que finalement, oui, il y a eu, mettons, la stress de 2012. Et donc, c'est en fait l'effet des autres stress. Ça s'accumule. OK. Ouais. Moi, ce que j'ai regardé, c'est vraiment à chacun de ces stress-là qui a été. En fait, 2019, je ne l'ai pas mentionné, mais on n'a pas utilisé pour les calculs de résilience, qu'on n'avait pas les 2 années après. Je ne pouvais pas regarder toutes les. Mais les 2 autres stress qui étaient significatifs, on a regardé. Et donc, c'est sur 2 stress, c'est le cumul des 2 stress qui nous a donné ces résultats sur résilience résistante. Et les rats ont mal sur les 2. Même le bouleau jaune, je n'avais pas assez de données, je ne l'ai pas mis là, mais il y avait juste quelques individus, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans l'escarpement dans nos parcelles. Ils faisaient mieux que dans les mêmes parcelles. Mais on avait, je pense, 6 ou 7 individus au total. Avec ça m'avait étonné, mais l'érable, oui, il en souffre. Alors qu'on voyait à Canoc, dans des sols plus profonds, un peu plus riches, que là, on n'avait pas, il était plutôt neutre. On ne voyait pas d'impact sur la résilience. Mais à l'escarpement, oui. Fait que dans l'escarpement, c'est une espèce, je dirais, chêne blanc puis érable, c'est ceux qui vont sûrement diminuer en proportion. Dernière chance. Oui, Fred. Ah ben, vas-y, Béatrice. Mais là, elle ne pose pas des questions après, elle? Ah ouais, t'as du temps. Ouais, c'est pas Juste pour pouvoir continuer. Parce qu'il y a l'autre espèce, c'était le chêne blanc. Le chêne blanc, c'est l'espèce qui a les plus gros vaisseaux de toutes nos espèces qu'on a au Québec. Là. Capable de souffler au travers ou bûchette de faire des bulles avec bûche de chêne blanc. Tu penses-tu que la cavitation est en cause? C'est une espèce qui, pour moi, là, elle met tous ses œufs dans le même panier. Puis jusqu'à date, ça allait, mais que là, ça commence à être trop risqué. Elle fait vraiment des grosses cernes, comme tu dis, là, des gros vaisseaux. Des gros vaisseaux, là, des grosses portions de cernes à vaisseaux. Et ça veut dire qu'au moment où, avec ces zones poreuses, au moment où ils avaient des réserves de l'an dernier, puis qu'ils font cette cerne-là, puis ils font toute leur croissance, ils planifient tous leurs trucs, ça passait. Et aujourd'hui, cette période-là, qui était quand même assez bonne pour faire cette stratégie-là, il y a trop d'années où ça ne marche pas, il y a trop d'années où il y a des accidents et ça ne marche plus. Le chêne rouge, il s'en sort parce que justement, il est un peu précautionneux pour un chêne. Il fait moins ça. Et lui, on voit qu'il n'était pas trop affecté par. Il n'est pas aussi aux mêmes endroits. Le chêne blanc, c'est restreint à ces zones très rocailleuses. Et il est à la mauvaise place avec la mauvaise stratégie. C'est un peu ça la conclusion. Bien, merci beaucoup, Sylvain. Merci.